Bonjour les fous de la food. Ici, c'est Virginie Legrand, chef à domicile épicurienne et hyperactive avec un parcours très atypique. Dans mon podcast, Passion sans modération, vous retrouverez tous les 15 jours des personnalités implantées dans la gastronomie d'aujourd'hui, des vrais amoureux du goût et de la vraie cuisine, des experts, tous enrobés d'une passion communicative. On parlera terroir, saveurs, créativité, artisanat. On vous racontera des histoires qui croustillent, des initiatives qui pétillent et qui font briller les yeux. Et on en a bien besoin aujourd'hui. Dans ce podcast, vous allez rencontrer des passionnés qui aiment partager, des entrepreneurs qui aiment se renouveler. Vous allez pénétrer dans les coulisses d'un monde délicieux, nourri aux convictions individuelles et aux engagements collectifs. Vous êtes curieux ? Alors installez-vous à notre table et on va se régaler tous ensemble. Ce podcast, vous le savez, est un espace d'entrecroisement, des personnalités qui s'écoutent, des ambitions qui se rencontrent, des parcours qui se répondent. Mais il y a ici un dénominateur commun, toujours au Studio Module, qui est indéfectible. La passion, la folie, l'engagement et l'amour de l'artisan, de celles et ceux qui travaillent le produit avec sincérité. Alors, je crois qu'aujourd'hui, l'épisode va être très fantasque parce que j'ai à ma table le meilleur. David Radjebert, chef propriétaire du restaurant L'Assiette, Paris 14e et consultant culinaire en France et à l'international. Bonjour David. Bonjour Virginie, bonjour à toutes et à tous, je suis ravi d'être là. Astrid Courtier, photographe et consultante communication culinaire chez Cooker, elle accompagne des projets sur le secteur food and beverage dans le développement de leur notoriété, de leur visibilité. Bonjour Astrid. Bonjour Virginie et bonjour à tous. Guillaume Batin, fondateur de Pepe Baccio, une maison gastronomique qui raconte les terroirs italiens, ses artisans et son art de vivre à travers une gastronomie sincère, engagée et profondément ancrée dans le goût juste. Et on salue Guillaume et la cafetière. Il y a des cafetières qui partent en vrille. Bonjour Guillaume. Ciao Virginie. Évidemment. Bonne journée à tutti. Et enfin, Hugo Bassani, fondateur de la marque très gourmande Pépite Cookie, une marque qui a su transformer un produit régressif en véritable expérience gourmande entre souvenirs d'enfance et exigences produits. Bienvenue dans la cour d'école, Hugo. Merci Virginie, bonjour à tous. Alors, je commence avec Astrid. À quel moment as-tu compris que la gastronomie allait devenir bien plus qu'une passion et que tu allais en faire ton métier ? À quel moment ? Plusieurs rencontres et notamment au sein d'une alternance à Rouen où mon collègue était fan aussi. En fait, on parlait que de ça plutôt que de travailler. Donc on a fini par se lancer un peu de challenge, de qu'est-ce qu'on allait cuisiner, de se faire même des petits concours au sein du bureau. On se ramenait nos popotes et on se faisait goûter. Génial. Voilà, un mois d'août où on n'avait pas beaucoup de travail. Et au fur et à mesure, j'ai créé un blog culinaire. C'était les premiers blogs un peu, avec des recettes. Sauf que je ne savais pas particulièrement cuisiner. Donc, en fait, je me suis rendu compte que ce qui m'amusait, c'était de cuisiner, de manger, mais aussi de prendre la photo, de la partager, de trouver des nouvelles idées. Et c'est comme ça que je suis rentrée un peu dans la gastronomie. Et donc, ton blog s'appelait Cooker ? Exactement. C'est ça. L'heure de cuisiner. Ah là là. Et alors, le jeu de mots est aujourd'hui un petit peu obsolète. Mais tous mes amis, mon entourage m'appelle encore Cooker. Donc, du coup, depuis 2015, j'ai gardé ce nom-là et comme il me colle à la peau, je ne change pas. Mais c'est très bien. Tu dis que c'est obsolète par rapport à ton engagement aujourd'hui ? Non, le jeu de mots qui peut paraître un peu bon. Le jeu de mots, c'est le principe du jeu de mots. Voilà. Oui. Voilà. Alors, David. C'est ce qui fait une marque Oui. des fois. David, Je bonjour. suis là. Bonjour, David. Bonjour, comment ça va ? Alors, qu'est-ce que tu as envie de dire sur toi, David ? Qu'est-ce que j'ai envie de dire sur moi ? J'ai envie de dire que je suis un aubergiste contemporain, Ah, ça j'aime bien. que j'aime accueillir les gens, que j'aime cuisiner, que j'aime... pareil, comme Hugo, le côté, je pense qu'on est tous réunis pour ça. Moi, ce qui m'anime, c'est de créer des émotions, le côté régressif, le côté aubergiste. Alors, Moi, j'aime aubergiste, donc toi, tu as le restaurant L'Assiette dans le 14e arrondissement. Absolument. Donc, pourquoi l'auberge ? Pourquoi la convivialité et en même temps l'émotion ? C'est un endroit très chaleureux. C'est un bon sens paysan. Moi, je suis né en Auvergne. J'ai toujours voulu faire du bistrot. J'ai croisé la route de grands chefs, dont Alain Ducasse, où j'ai passé presque 18 ans avec lui, où j'ai fini chef exécutif. J'étais 200 jours par an à l'étranger. J'ai ouvert tous ces bistrots à l'étranger. Et avant ça, j'ai fait 20 ans d'étoilés Michelin. J'ai adoré, mais à un moment, je me sentais plus trop à ma place. Le côté technique, trop pression et tout. Je l'ai fait, on a eu
J'ai été dans des brigades où on a eu des beaux niveaux, où on a eu jusqu'à 3 étoiles Michelin. Mais je voulais quelque chose de beaucoup plus simple et surtout, je voulais un endroit où les cuisiniers qui venaient travailler chez moi avaient envie de venir travailler. Et pas le foie à l'envers ou le bide détraqué, parce que c'est la cuisine... Beaucoup de rigueur. Ouais, beaucoup de rigueur, mais... c'est-à-dire qu'à l'époque, c'était vraiment très compliqué quand même. Hein. Il y avait c'était plus que ça, quoi. Oui, on parle beaucoup aussi de violence psychologique et de pression. Plus. Oui, à l'époque, les vieux cuisiniers, c'était compliqué. Hein. C'était dur. Fallait s'accrocher. Hein. Mais moi, j'ai adoré. J'ai appris les bases, la technique, et j'ai eu la chance de faire un maître d'apprentissage qui s'appelle Bernard Andrieux, qui va bientôt avoir 80 ans d'ailleurs. On va fêter son anniversaire. Et chez lui, il y avait une étoile Michelin, mais c'était une ambiance de province, une ambiance de ça se tirait pas dans les pattes. J'avais envie de retrouver ça, en fait. De travail, mais décontracté. Oui, de la rigueur, mais il faut le faire avec des gens intelligents. Ouais. Et des gens qui ont du cœur. Oui. Puis voilà, pour créer de l'émotion, il faut travailler avec des gens faut leur donner envie. Et faut être là, faut être dans ses affaires. C'est important. Bien. Je vous invite à aller à l'assiette parce que c'est très, très sympa. C'est quoi le plat phare ? Le plat phare de l'assiette, c'est le plat signature qu'on ne peut pas enlever, même en période de canicule, c'est le cassoulet. Oui, je l'ai mangé le 8 mai. Ouais. Et t'as vu, il fait pas péter en plus. Non, mais je rigole pas, il fait pas péter mon cassoulet. Virginie. Non, je suis rassurée. Hein non, j'avais peur, mais je suis restée avec toi à table, tu vois. Donc, puis j'avais des rendez-vous après, ils m'ont rien dit. Tu vois. Donc je ne mens pas. C'est beau. Voilà. Après, on travaille les produits de saison, voilà, les asperges, les morilles, l'arrivage de poissons. Je sais pas ce que je vais faire la veille pour le lendemain. Là, le plat du jour aujourd'hui, c'est quoi ? Là, le plat du jour, on a du maigre aujourd'hui. On a du maigre avec des petits pois, des petites févettes, voilà. Très bien. Et combien en cuisine ? En cuisine, nous sommes 3. Donc tu te là, ils sont que 2 là maintenant. Parce que t'es ailleurs. Voilà. Ok, merci beaucoup. Hugo, justement, on parlait d'émotion. Toi, tu as fait une marque, tu as construit une marque autour du cookie. Pourquoi le monoproduit cookie ? Et qu'est-ce que ça transmet pour le client ? Pourquoi le produit cookie ? Alors, moi, initialement, je viens pas du tout du milieu de la cuisine ou de la gastro, de la pâtisserie. Je viens de la mode, donc rien à voir. Et le cookie, parce que c'est un produit qu'on faisait avec ma sœur quand on était petit. Parmi autres choses, je pense que comme beaucoup d'enfants, on aime bien pâtisser, on aime bien un peu parfois mettre le bazar dans la cuisine des parents, et on faisait beaucoup de cookies. Et donc pendant le Covid, il s'avère que j'ai énormément cuisiné de cookies, et je me suis dit que c'était un produit que j'avais envie de partager, et des recettes que j'ai envie de partager avec d'autres personnes, finalement, et raconter une histoire qui m'est propre, et qui, je pense, peut-être résonne aussi chez beaucoup. Quelque part, le cookie, ou autre, d'ailleurs, je pense une recette sucrée, c'est une Madeleine de Proust, et c'est ça c'est réconfortant, en fait. C'est rassurant, c'est réconfortant, ça crée une véritable émotion qui est assez, en tout cas pour moi, assez spéciale. Et c'est ce que j'ai envie de recréer avec le cookie, et c'est ce que je pense que le cookie également fédère auprès de beaucoup. C'est-à-dire quand on pense à un goûter idéalisé peut-être, ou à une caricature, souvent on imagine un cookie, un verre de lait. Et je pense qu'il faut rester simple. En tout cas, moi, j'essaye de raconter ça avec simplicité. Et jusqu'à présent, j'ai l'impression que les gens aiment bien. Donc, c'est plutôt cool. Alors, la marque, elle a quel âge ? La marque a 5 ans. Exactement. La première boutique a ouvert il y a 5 ans au Cap Ferret. Parce qu'on a une petite maison de famille là-bas et que ça avait émotionnellement beaucoup de sens pour moi. Et derrière, on a démarré le développement en 2023. Voilà, une fois qu'on avait validé finalement le fait que ça fonctionnait. Et aujourd'hui, on a combien de boutiques ? Aujourd'hui, il y a une quinzaine d'adresses à peu près. Enfin, il y a une quinzaine d'adresses tout court d'ailleurs. Mais j'ai ça parce qu'en fait, on a un bail éphémère à Gare de Lyon. Donc, on a 14 réelles adresses. Et puis, ça marche. Ouais, on est content, ça marche bien. Et tu as des franchisés ? J'ai ouvert la franchise en 24. D'accord. Donc, dans ce parc de boutiques, il y a 6 franchisés. Et le reste sont des boutiques en propre. Voilà. C'est hyper intéressant parce que c'est un domaine que je connaissais absolument pas. Et il faut savoir que la franchise, je connaissais pas. Et j'étais même carré. Hein. C'est carré. J'étais même fermé à ça parce que pour moi, la franchise, c'est pas synonyme de qualité nécessairement. Et puis c'est de perdre un petit peu ton âme, peut-être. Ouais, c'est comme ça qu'on voit ça. Oui, complètement. Et puis je pense par des formations professionnelles venant de la mode, la franchise, on voit moins ça. Finalement, quand on a une jeune marque, quand on a une marque de créateur, on ouvre quelques pop-up, on ouvre des corners, on ouvre quelques boutiques, mais en général,
général, c'est du propre. Et moi, démarrer une franchise, je pensais tout de suite à des franchises finalement qui sont des success stories incroyables et je suis très admiratif de ça, mais qui, moi, ne résonnaient pas en tout cas avec mon univers, du type Paul, qui est un magnifique exemple, très très belle franchise. Non, mais c'est pas bon. C'est ça. On peut le dire. Le modèle Tu économique. dénatures pas ta marque. Ah, le en modèle restant, économique, c'est bien. Ouais, non, c'est très bien. Mais, c'est pas bon. non, mais ce sont des réussites qui sont magnifiques. Mais c'est vrai que moi, c'est pas ce qui m'animait au départ. Et j'associais énormément la franchise à ça. Donc j'étais un peu réticent. Et finalement, ça se passe Finalement, très tu as bien. fait les belles rencontres J'ai fait les belles qui portent rencontres ta marque. qui portent ma marque. On a un vrai manuel aujourd'hui de process. Donc avec toutes les procédures pour respecter l'ADN de la marque. Malgré tout, il y a beaucoup de taf. Faut savoir que on améliore que ce qui se mesure. Donc aujourd'hui, moi, je suis en train de revoir des parties de mon business model pour offrir plus de rentabilité aux franchisés, car un franchisé a besoin de gagner de l'argent pour être viable. Et la viabilité du franchisé, c'est la viabilité finalement du réseau et donc du franchiseur. Donc bon. C'est beau, quelle belle philosophie. Merci beaucoup Hugo. Guillaume, alors pourquoi avoir choisi toi l'Italie comme terrain à la fois d'expression gastronomique et de business ? Alors l'Italie, c'est une belle rencontre. En fait, avec mon épouse, on a été en région de Naples pour commencer, donc dans un coin d'Italie qui est quand même très ardent et avec beaucoup de passion, et on a découvert des produits exceptionnels. On s'est dit, en France, il n'y a pas ça. Donc, à l'époque, j'étais encore dans la supply et dans le conseil, en stratégie d'entreprise, qui est super intéressant de transformer les boîtes et de les aider à performer, que ce soit tant sur l'aspect humain qu'en rentabilité, en performance. Et là, j'ai trouvé ce côté un peu passion, donc un peu fou. On a lancé une petite boutique en disant, allez, on va mettre ça dans notre garage, acheter un peu de produits italiens sur la première gamme. Et tout de suite, j'ai voulu travailler, parce que le marché de la food italienne est immense, important. Beaucoup de mass market et beaucoup de distributeurs historiques. Et moi, j'ai voulu, dès le départ, travailler sur un axe de différenciation. C'est-à-dire travailler le sourcing, donc aller voir les producteurs. On a passé 1 année et demie à aller découvrir des petits pépites, mais surtout en recommandation. Parce que l'Italie, il faut déjà se faire accepter quand on est français pour arriver en Italie. Et on a réussi à créer une communauté, j'appelle au niveau de Pepe Baccio. Donc déjà, le nom de Pepe Baccio, c'est autant la passion du désir et de la nourriture. Donc c'est quelque chose de très très sympa en nom de marque. Je pense que ça restera dans le temps. Et donc voilà, c'est venu aussi du fait qu'en Italie, on a beaucoup de simplicité. On rejoint un peu ce que vous dites en termes d'émotion, simplicité. On a beaucoup de nos recettes qu'on n'a pas encore eu le temps de communiquer parce qu'on est un peu en lacune là-dessus sur la communication d'entreprise, mais ça va venir prochainement. Et dans tout ce qu'on a créé, on a voulu travailler sur ce côté respect du produit et respect des recettes traditionnelles italiennes. Et donc, on présente des gammes de produits qui sont déjà très responsables en grande partie bio, voire permaculture, parce qu'on a pas forcément besoin du panel du label bio pour justifier la qualité de nos produits, mais aussi très axé slow food, puisque dès le départ, quand j'ai connu ce mouvement, ça a été un axe aussi de philosophie. Alors, un peu de pédagogie, qu'est-ce que la slow food ? Alors, slow food, c'est un mouvement qui a été créé par Carlo Petrini il y a plus de 42 ans, à l'arrivée du premier fast-food en Italie, donc à Rome. Et là, il a créé un mouvement fou en disant, en Italie, on est encore plus marqué dans ce côté terroir, famille, petit village et cuisine de région. Et il a créé un mouvement qui maintenant est mondial. Il y a plus de 150 pays dans le monde en termes de communauté. La France est un peu en lacune sur le sujet. Donc c'est pour ça que nous, on a eu l'acceptation de créer une communauté en Hauts-de-France pour faire un pont réel entre toute cette richesse, l'énergie qu'on a aussi et la générosité qu'on a en Hauts-de-France. Et c'est des fois des produits un peu méconnus. Parce que dès qu'on sort de la chicorée, de l'endive, du maroilles, on a quand même beaucoup moins de produits du Hauts-de-France connus. Alors qu'on a des réelles pépites et un vrai savoir-faire. Un risotto au maroilles. Ouais, voilà. Ah donc oui, il y a on beaucoup de entrecroise. recettes. Et donc nous, à travers Slow Food, on a ce côté éducation alimentation, puisque c'est un des leviers importants de l'ADN de Pepe Baccio également, c'est éduquer. Alors qui est venu tout simplement parce qu'on s'est rendu compte que les produits italiens sont pas connus en France. Produits de qualité authentiques. Donc sur une mozzarella de base, de bufala, on se dit il faut aller en Campanie. Non, on a trouvé un producteur dans le Piémont qui fait une production de blé ancien. Donc le foin que mangent les bufflons, c'est un blé de super qualité. Il met aussi des herbes médicinales dedans. Donc voilà, je peux vous expliquer ça pendant des heures sur l'ensemble de nos fournisseurs qu'on connaît, qu'on a sélectionnés. Donc voilà, donc l'ADN, pour répondre à la question, parce que je me suis élargi un petit peu, c'est surtout lié
à cette passion de la cuisine qui rejoint un peu le terroir de la cuisine française, parce qu'on a vraiment des cuisines régionales très fortes et très intenses en France comme en Italie, ce qui résonne au niveau mondial, ce qui n'est pas toujours le cas de tous les autres pays dans le monde, en termes de spécialité, mais surtout ce côté très familial, artisanal, qui est encore plus poussé en Italie qu'en France. Ouais. Et donc on a une cuisine qui paraît simple, de nature, mais qui est complexe à faire, puisque c'est souvent des recettes traditionnelles qui sont faites avec plein de petits ingrédients, herbes aromatiques, et surtout la qualité du produit. C'est-à-dire qu'avec 3 produits, on peut faire une recette exceptionnelle qui est digne d'un grand chef. Et c'est ta Sans priorité. forcément être cuisinier à la pèse. Merci beaucoup, Guillaume. Astrid, alors justement, tu parlais des lacunes de Pepe Baccio. Est-ce qu'aujourd'hui, l'image et la communication sont devenues indispensables pour exister dans la restauration ? Exister et puis être pérenne et continuer à faire rêver, en fait. Je pense que oui, c'est devenu indispensable. Après, à contrario de ce que je fais, j'adore trouver les pépites, les boui-boui qui n'ont pas de communication, où je me dis là, j'ai trouvé une petite perle parce qu'il existe depuis 10-15 ans, il n'a pas communiqué et il a encore du monde. Donc, c'est contraire à mon métier, c'est contraire à ce que je fais. C'est pas comme ça que je vais trouver de nouveaux business. Et pourtant, je suis presque mitigée sur le sujet, dans le sens où... alors, c'est peut-être mon côté très épicurien, gastronome, qui fait que je suis encore plus contente de trouver une belle adresse qui n'a pas de communication. Et plus il y a de la communication, et plus je suis méfiante. Parce que un restaurant qui communique trop, ça cache quelque chose. Et généralement, on parlait un peu de franchise, de groupe, etc. Ça n'arrive pas... Enfin, de mon métier, on ne peut pas communiquer comme ça en un claquement de doigts. Il faut être rodé, ça prend énormément de temps, énormément d'argent. Un restaurant, surtout actuellement, n'a pas forcément les moyens. Donc, je suis très méfiante des restaurants qui communiquent trop, ou alors il y en a qui communiquent énormément, et en fait, on apprend derrière que, surtout en ce moment, beaucoup de turnover, ça ne fonctionne pas. C'est vrai que tu tombes sur des business models créés sur la base de la communication et marketing, et pas forcément sur l'ADN du produit. Oui, du coup, la pas le marque sens, c'est pas le crée. fond. En fait, là, on est vraiment sur, à chaque fois, l'antinomie entre le fond et la forme. Exactement. Ah, mais il y a restauration et restauration. Tu vois, les grandes maisons comme Paris Socialtine, ils ont réussi à... Tu manges pas trop mal, mais c'est quand même un ticket moyen qui est assez élevé. Bien sûr. Mais aujourd'hui, les gens vont là-bas. Pourquoi ? Parce qu'ils peuvent danser derrière. Aussi, parce qu'il y a le côté aussi musical, il y a le côté ambiance. Donc ça aussi, ça attire les jeunes. Hein. Et c'est plutôt, le concept est bien fait, des belles maisons, bien rodées, bon DJ. Oui, marketé. Marketé à fond, quoi. Ouais. Alors justement, la passerelle, David. Passerelle, bah oui, J'adore. lancement. Parce que Allez. toi, tu as fait beaucoup d'événements culinaires. Voilà, Ouais. tout à fait. Bon, donc avec Joey Star, Oui. Fred Testo, Oui. dans des univers où la cuisine dialogue avec la musique, avec une énorme énergie, beaucoup de folie. Qu'est-ce que tu cherches à C'était pas provoquer ? prévu, hein. Alors raconte-nous cette histoire. Bah, me marrer, Ou quoi. ces histoires. Je veux Ouais, me marrer. Je veux t'amuser. prendre du plaisir, je veux m'amuser. Surtout en ce moment, vu l'ambiance, la morosité, je me suis dit, tiens... On a besoin d'un David dans notre vie. Bah, c'est sympa, c'est sympa. Bah, écoutez, voilà. Hein, allez, Il est là. champagne. Ouais, j'avais envie de me marrer. Surtout qu'en ce moment, on va pas se mentir, depuis 2-3 mois, je vais prendre mon business model. Je l'ai pas fait exprès, mais moi je suis devenu un restaurant un peu de carte postale, c'est-à-dire que j'ai beaucoup d'étrangers, beaucoup d'Américains. En ce moment on souffre, hein, on est à -30, moi je le dis, j'ai pas de problème. Surtout au déjeuner, surtout que là avec les grandes chaleurs, même si on suit les saisons, qu'on travaille des beaux produits. Et à un moment donné, je suis sur Paris en plus. Ouais. Donc imagine derrière en province comment ça se passe. Ouais. Donc bon, je participe à des événements, voilà. Et puis là, j'en crée un, par exemple le 21 juin à l'Assiette, où je fais venir une petite DJ très sympa qui cartonne, qui s'appelle Poppy de Paris. On va faire un peu des musiques un peu pop des années 2000. Puis je vais faire quelques Alors du petites coup, street food. quand ça va sortir, ce sera passé. Parce que on enregistre, mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave, mais tu auras pas grave, kiffé. on Tu en auras fout. kiffé. Oui, puis Moi, on va j'y en- serai, puis donc on aura puis- kiffé. Puis on va en faire plein. Mais il y en aura surtout. plein d'autres. Bah plein d'autres, ouais. Non, mais c'est bien, parce qu'en même temps, tu fédères, mine de rien, tu fédères, tu fais parler de toi, tu t'amuses, tu fais que les autres s'amusent, et en fait, tu crées une belle communauté autour d'une énergie Ben, de gastronomie et de fête, quoi. Oui, parce que bon, j'aime bien. Moi, j'ai le côté bistrot, le côté cuisine de tradition bourgeoise, puis le côté un peu street food. J'avais l'épicerie. On a arrêté malheureusement à cause du télétravail, quoi, parce qu'on perdait trop de chiffre d'affaires. Et puis, il y a un moment, il faut se poser les bonnes questions. Tu peux pas continuer, il faut être rentable. Ça a été quand même un peu un crève-cœur, mais je continue à le faire pendant les festivals ou quand j'organise des soirées.
que ce soit avec Joe Star ou avec Fred ou d'autres, ou bientôt avec toi, peut-être, on ne sait pas. Hein. On a dit Hein qu'on allait faire un truc. Bah voilà. Mais évidemment. Non, on peut bien manger, faire la fête et puis surtout se changer les idées. On en a tous besoin. Bien sûr, merci. Donc merci d'être là. Avec plaisir. Hugo, tout à l'heure on parlait de risotto au maroilles. T'as dit ouais c'est hyper créatif. Est-ce que vous faites des cookies salés? Alors, on a essayé d'en faire. On a essayé d'en faire en 2021, d'ailleurs, l'année de lancement, des mini cookies salés, parce que je trouvais ça hyper sympa pour l'apéro. Ça partait hyper bien, mais on n'a pas trouvé la recette qui permet un bon vieillissement. C'est-à-dire qu'en fait, c'était hyper bon en sortie de four, ou à une demi-heure sortie du four. Mais 3 heures après, la pâte était trop molle. Il y avait un problème. Parce que souvent, on met du fromage aussi. Oui, Peut-être du fromage râpé. Et oui, donc, oui. Moi, c'était une recette avec du parmesan, tomate séchée, de Provence. Et c'était super bon. Mais les parmesans, c'est bon. Hein. Ah, mais j'adore. Mais par contre, ça tenait pas. C'est pas tenu. Hein. Mais ouais, je sais pas. Après, c'est en 2021. Il faudra peut-être retravailler. Mais c'est vrai que le créneau du salé peut être très intéressant. Ouais, c'est pas mal. Je suis d'accord. Mais tu fais pas de collab avec des chefs, non? Ça pourrait être sympa. Bah ouais, c'est pour ça. Mais on pourrait. Faut leur demander. On peut même te fournir des belles noisettes d'Alba et des pistaches de Alors, à Nevers, si tu veux. On peut se faire des belles choses. Dans le Bourbonnais, il y a des très belles. Tu nous emmerdes dès que t'étais. Stop. À croire que la France, on n'a pas de produits. Ah si, il y a les deux. Attends. L'Italie, c'est super, mais la France, on n'a pas de produits en France. Tu sais que je suis en train de travailler sur des... Je vais me l'empâtrer. Je suis en train de travailler sur des gammes de produits mix, justement, en faisant, justement, double gamme entre la production française. Non, mais l'Italie, c'est formidable. Voilà. Mais on a des super produits en France. On a des bons agriculteurs, on a des magnifiques Noisettes. Noisettes de Nevers, extraordinaire. Ah ouais. Elle ressemble au Piémont. On comparera, alors. Ouais. Oui. On fera une battle de On fera une noisettes. battle de noisettes. Ouais. Et justement, Hugo, toi, j'ai pas entendu, mais c'était... ok. Une battle de noisettes. Bien sûr, évidemment. Il est coquin, ce Guillaume. Il est coquinou, celui-là. Hugo, toi, du coup, comment tu choisis tes producteurs? Le sourcing. Waouh. Alors moi, il y a différents facteurs. Bon, évidemment, la qualité est extrêmement importante, mais le lien qu'on peut tisser avec le producteur aussi. Donc, quel sera le degré de, je dirais, de collaboration? C'est est-ce qu'on va pouvoir discuter avec lui et tisser une vraie collaboration sur le long terme, avoir une vraie complicité professionnelle, ça c'est important. La traçabilité aussi, je pense, du producteur, parce que même si c'est une obligation légale, ils ne tracent pas tous leurs produits de façon aussi qualitative. Donc, c'est très important pour ma responsable de production de choisir ses producteurs en fonction de la traçabilité, du degré de traçabilité, et puis de la proximité également. Voilà. Alors, on ne source pas tous nos produits en France. On a peut-être 70% de nos ingrédients qui sont français, et après, on a 30% des ingrédients qui sont européens. Par exemple, notre pistache, là, on a sorti une crème glacée à la pistache il y a 1 mois à peu près. C'est une pistache de Sicile qui est juste incroyable. On a mis du temps, hein. Ça fait depuis 1 an et demi qu'on est en train de travailler sur cette glace. Je connais un petit village, moi, dans la pistache. Avec le réchauffement, c'est clair qu'il y a beaucoup de produits. À Sauvagnin-la-Brousse, à côté de Clermont-Ferrand. Et parce que du coup, vous faites aussi des glaces. On fait aussi des crèmes glacées, ouais. Mais en fait, j'ai démarré en 2021 avec une crème glacée, qui pour moi est une crème glacée que je mangeais quand j'étais petit énormément, c'est la Cookie Dough. Et on l'achetait où, la Cookie Dough à l'époque? On l'achetait chez Ben & Jerry's ou chez Häagen-Dazs. Avec des morceaux de cookies. Avec des morceaux de pâte à cookies. Ah là là. Ah oui, la Cookie Dough, D-O-U-G-H. Exactement. Ouais. Et donc, on a voulu refaire ça, mais version artisanale. Alors moi, en 2021, j'avais pas de quoi faire des glaces, puis c'est un vrai savoir-faire. Donc, j'ai un glacier au Ferré qui s'appelle Patachou qui faisait nos glaces, en fait, en année 1 et année 2. Et en 23, on a intégré vraiment le savoir-faire. Donc, j'ai envoyé Kiana, qu'on appelle Kiki, en fait, qui est ma responsable de prod. On dit bonjour à Kiki. On dit bonjour à Kiki. Voilà, après les noisettes, on a le Kiki. C'était où, les Kiki? Donc j'ai envoyé Kiki chez Jean-Christophe Witt, qui lui est un champion du monde en fait de crème glacée et qui donc lui a appris à faire une glace dans les règles de l'art, une crème glacée dans les règles de l'art. Bravo. Cette crème glacée, c'est au pack-au-jet. Glace, c'est à turbine, hein, c'est foisonné. Exactement. Merci pour cette minute savoir. C'est important. Non, mais c'est important. Ouais. Super. Faut remettre l'église au centre du village un petit peu dans cette émission qui part un peu En cacahuète. en cacahuète. En pistache. Voire noisette. Ouais, en noisette, ouais. C'est ça. Alors, Astrid, qui sont tes clients? Qui sont mes clients? Tout ce qui touche autour de la gastronomie. Ça va aller des ostréiculteurs à des cueillettes, à des maraîchers, des artisans, jusqu'à des restaurateurs de tout type, de toute gamme.
Forcément, au départ, je faisais pas trop la difficile. Je me permets de le faire un petit peu plus. Tant mieux, on aime ça. Voilà. Parce que quand c'est pas en phase avec mes valeurs, on parlait de produits locaux, régionaux, de cartes de saison, j'en suis devenue chiante. Je le dis sincèrement. Je vérifie le frigo de mes parents. Voilà. C'est ultra, ultra important pour moi. Donc, voilà. Mes clients, c'est autour de la gastronomie et des personnes qui ont un minimum de valeur, de savoir-faire, d'engagement, qui mettent du cœur. Et mais ça peut être aussi du vin, des maisons de champagne. Parce que toi, tu n'es pas à Paris. Je ne suis pas à Paris, je suis en Haute-France, près de Senlis. Exactement. Le sud du département. De la région. On est presque en Ile-de-France. Le Saint-Tropez du Nord. Exactement. Non, et encore, je me rattache pas tant que ça à Senlis. C'est pas beau, Senlis. C'est très beau. C'est une très belle ville. Pourquoi tu n'habites pas Creil? Pourquoi? C'est une excellente question. Peut-être parce que c'est moins local. Et du coup, tu te déplaces quand même à Paris. Tu as des clients à Paris parce que c'est quand même, ça foisonne. Oui. La plupart des clients sont à Paris, en région parisienne. Et après, j'en ai beaucoup en Bretagne, dont un que j'aime particulièrement qui est Vente Vanille. C'est les glaces et les pâtisseries faites avec les épices Rollinger. Ça appartient aux maisons de Brécourt. C'est beau là-bas. Et j'ai eu la chance de décrocher un contrat avec eux il y a quelques années. Et donc, je gère un petit peu leur communication en plus de leurs photos. En fait, j'ai de la chance d'avoir des parents qui ont un petit pied-à-terre en Bretagne et j'ai voulu être utile et agréable. Bien sûr. En allant là-bas. Et surtout, je tiens pas en place sur une serviette. Donc, en fait, ça m'allait bien d'aller rencontrer tout le monde, d'aller voir ce qui se passait au niveau gastronomie. Et c'est comme ça que j'ai trouvé des clients. Et maintenant, je suis ravie de retourner en Bretagne juste pour le travail. Mais je lis toujours l'utile et l'agréable, évidemment. Super. Donc, en fait, tu fais les photos qui vont après aller sur les réseaux. Exactement. Réseau, presse. Tout le support de communication. Exactement. D'accord. Et j'ai quelques clients pour qui je fais la communication. Il y a deux choses. C'est que ça me permet, moi, d'avoir un petit peu un genre de portfolio. C'est-à-dire que pour montrer un petit peu ce que je fais, c'est plus parlant de montrer quelques comptes. Et faut être honnête, ça lisse un peu niveau récurrence, niveau chiffre d'affaires. Et j'aime bien avoir un suivi d'une année sur l'autre, voir comment la marque évolue. Exactement. Quelles sont les nouveautés. Et d'une année sur l'autre, l'année dernière, on a fait ça. Cette année, qu'est-ce qu'on fait? Ça a bien marché, ça n'a pas marché. Et il y a un œil. Et en fait, le premier shooting n'est pas du tout le même que le 5e ou le 6e. C'est ça, parce que tu évolues avec eux, en fait. Exactement. D'une certaine manière. Exactement. Au départ, on veut être lisse, que tout soit parfait, tout soit net. À la fin, on essaie plus de transmettre l'âme, de transmettre ce qui se passe. On n'aime pas la perfection, nous. Non, pas du tout. Oh non. Oh non. Moi, je trouve que le casting est super. C'est sympa. Merci beaucoup. J'ai envie d'aller au Cap Ferré, j'ai envie d'aller en Bretagne, j'ai envie d'aller en Italie. Venez, on va bouffer des huîtres. Chez Joël, chez Dupuis, chez l'ami Jojo. Un petit cookie aux huîtres. Non, parce que en fait, moi j'ai fait une soirée où on était avec un glacier qui fait des glaces salées aux huîtres à la Saint-Jacques. Il faut pas dénaturer le produit quand même. Oui, bon après, mais c'est bon, on aime bien la créativité. Non, mais il faut que ça soit pas plus de 3 saveurs dans une assiette, puis il faut qu'il y ait du sens surtout. Bien sûr. Voilà. Bien sûr, mais on aime bien être surpris aussi. Il y a la cuisine d'assemblage, mais il y a la cuisine d'émotion, ma chère. Oui. Moi, je sais de quel côté je suis, monsieur. Mais je le sens, je le sais surtout. Assemblage, non, je déconne. Alors, Guillaume, ton évolution de Pépé Baccio. Toi, tu es dans cette période de transition, un petit peu, de construction. Ouais, en fait, moi, ce que je voulais déjà, c'est avoir la légitimité au niveau du monde de la food, parce que je viens pas du tout de ce monde-là. Mais en fait, personne de ce monde. Voilà, je suis vraiment un cuisinier amateur, et en fait, j'ai de la générosité à cuisiner. Donc, c'est les amis, la famille et tout ça. Et en fait, ce que j'ai retrouvé en Italie, c'est ce côté générosité. C'est que maintenant, on a des producteurs qui nous reçoivent. C'est comme si on était dans la famille. Et voilà, alors c'est midi jusqu'à 15-17 heures quand on y va, parce que c'est super long. On adore ça. Que ce soit au vignoble et autres. Donc, on a ça aussi en France, tu sais. Oui, j'imagine. Mais j'ai pas encore les invitations. Il y a des endroits où il y a beaucoup de chaleur. Alors, je sais. Mais dans le Nord, on fait partie de la famille. Dans le Nord, on est comme ça. C'est vrai qu'on ouvre nos portes très facilement et quelqu'un reste vite manger à la maison très facilement. Donc on a ce cœur aussi qu'on retrouve, alors pas partout en Italie, parce que le nord de l'Italie reste très industrialisé, mais voilà, dès qu'on commence à sortir un petit peu des zones touristiques, on a une richesse quand même, et cette approche fierté du terroir et du produit brut. Le sol. Voilà, le sol, le produit brut. Et donc Pépé Baccio. Et donc pour revenir sur Pépé Baccio, alors c'était un projet fou, parce que je me suis lancé dans la food, en
en faisant tout par nous-mêmes. Il n'y a pas de fonds, on n'a même pas été voir la région, il n'y a rien du tout pour l'instant. On a vraiment créé la marque du nom jusqu'à ce qu'on fait actuellement complètement en solo, sur un démarrage, parce que j'ai toujours eu ce côté bon père de famille. C'est-à-dire que j'ai jamais voulu dire je vais créer de l'argent en communication, marketing et prendre tout de suite de l'argent pour lancer une marque. J'ai plutôt fait l'inverse, j'ai travaillé sur la légitimité. J'ai travaillé sur mon sourcing, sur toute la confiance qu'on peut avoir autour de ce qu'on fait. Et c'est vrai que là, on voit cette année la maturité, où on commence à avoir de très beaux retours sur ce qu'on fait. On est convié sur des très gros événements. On va reprendre l'organisation à Équipe Hôtel du salon VIP à la Place d'Italie. Donc là, on va faire les 4 jours. Et pareil sur novembre. On va faire le Village international de gastronomie en septembre aussi, donc avec Cyril sur la partie Private World Chef, donc Prévost. la coupe, avec Cyril Prévost-Rouquet, avec qui on travaille depuis 2 ans de manière très, très, très intense aussi sur des très beaux projets. Donc voilà, on commence à rentrer dans les belles choses. Là, on sera en fin de semaine à Villers-Cotterêts pour le Festival des Mets et des Mots. J'y serai aussi. On se Formidable. croisera. Voilà, on se croisera. Donc nous, on y est vendredi avec Slow Food de France, avec Olivier Grégoire et toute l'équipe qui sera derrière pour parler d'éducation à l'alimentation. Et samedi, dimanche, là, c'est le switch passion italien, Pepe Baccio. Donc, on fera un peu de dégustation le midi. Voilà, il y aura pas mal de choses, tu nous verras sur place. Ça sera très sympa. Qu'est-ce qu'on va déguster? On a faim. On a de la charcuterie italienne, parce que derrière la charcuterie, on a tout type de produits. Nous, on va chercher des maisons qui ont plus de 150 ans, donc vraiment avec un savoir-faire exceptionnel. Fromage, parce qu'on a trouvé un producteur de bouflonne. Il faut qu'on vous fasse les vidéos, vous allez tomber, vous On n'aurez veut aucune goûter envie. ces vidéos, on a rien à cirer de ces vidéos, on veut goûter, nous. C'est d'aller dans le Tiens, Piémont. c'est pas Non, mais possible. justement, pour te rejoindre, Ces gens David. qui pensent qu'à la communication, c'est insupportable. En fait, dans ce qu'on veut faire, tu vois, c'est pas On veut travailler. goûter, nous, Ouais. comment on dit, cazzo, cazzo. Mais en fait, le next step de Pepe Baccio, alors déjà, c'est de créer aussi demain du fast casual. C'est-à-dire que demain, on veut créer de la restauration, mais plutôt rapide, mais de très belle qualité. Parce qu'un restaurant, je sais le contexte économique, les épiceries, c'est compliqué aussi. Donc faire des choses solo isolées, je pense que le concept est très compliqué à main des grosses marques et d'avoir beaucoup d'argent à investir. Moi, je suis plutôt sur de la communauté avec des interventions. Il y a autant Slow Food que Pepe Baccio. Il y a des conférences, il y a des événements. Un peu ce que tu veux faire aussi. Tu vois, créer vraiment tout un écosystème autour de la marque et de ce qu'on veut faire derrière. Et surtout, travailler sur du séjour en Italie. On a commencé à le faire, mais de manière très sporadique, sans communication. Et derrière, on est capable de créer des séjours gastronomiques autant pour les chefs. Ça, c'est On génial. Avec va- des visites et un parcours. Une voilà, sorte de c'est-à-dire qu'on va créer des c'est parcours canon. pour les pros, un groupe de chefs qui veut aller voir On y Giusti va, et on prend, comprendre ce on que prend. c'est que le Ah, on y vinaigre va. balsamique, Ah et des particuliers qui peuvent faire ce séjour aussi culturel gastronomique, où là on va créer. Donc voilà, on va créer tout un écosystème qui fait qu'on n'est pas simplement des vendeurs de produits, importateurs, distributeurs, on va créer nos propres produits. On est en train de travailler sur une glace de fleurs dilatées de Bufala. Donc là, on est en train de travailler sur le sujet pour avoir quelque chose de très crémeux qui sera encore plus puissant que la fleur dilatée classique, qui est déjà une glace assez sympa à travailler sur les desserts. On travaille sur des gammes de préparation culinaire à base d'herbes aromatiques et de légumes. Et donc, du coup, demain, on va travailler sur de la production locale bio du nord de la France avec des produits emblématiques, légumes qu'on va déshydrater, donc type citron, choses de type là italien. Donc voilà, je déborde d'idées, il y a beaucoup de choses, je dois structurer, parce que quand je dis ça aux investisseurs, c'est Guillaume, tu pars à 360 degrés. Mais Canalisez-vous. c'est l'énergie. Mais Là, je vous êtes veux grand- garder cet ADN, notre philosophie. On va y aller piano, parce que même si j'ai beaucoup d'idées, on y va vraiment petit à petit. Mais tout ce qui est structuré est vraiment solide et fort. Et tu c'est pour ça David, qu'on t'avais a... une question, pardon. Ouais, pardon David. Non, mais tu t'arrêtes là ou tu continues à sourcer, à chercher des producteurs? En fait, c'est Des juste petits- sur les gammes de produits qui nous manquent. Tu vois, par exemple, Et il te manque quoi, y a par la exemple Botarga, par exemple. Botarga, on a de la production, mais on n'a pas encore le produit d'excellence. Là, la noisette du Piémont, ça y est, on vient d'aller voir. La semaine dernière, on était sur Turin. On a été sélectionné la noisette du Piémont qu'il nous faut. Tu vois. Donc, on va vraiment travailler sur toutes ces pépites. Et par exemple, tu vois, tu connais sans doute le Franciacorta, qui est un pétillant italien très connu. Franciacorta, c'est que du marketing. En Italie, vous avez des pétillants exceptionnels qui sont beaucoup moins chers et beaucoup plus accessibles. Ah oui. Et donc, nous, on veut... Alors, il ne faut pas que l'Italie nous entende, hein, parce que je sais qu'ils ont un peu de difficultés dans certaines régions et en termes de rentabilité. Mais en fait, nous, ce qu'on veut être, c'est ce côté authentique italien, type Italie, où vraiment on vend ce côté authentique, mais de manière très abordable, tout en restant sur le terroir. C'est-à-dire que nous, tous nos producteurs sont des producteurs qui ne font pas d'intensif, qui font du respect de la culture, des choses. Vous voyez, par exemple, les bufflonnes, le lait n'est traité que pendant 6 mois. Et les bufflonnes sont au repos pendant 6 mois. Il y a quand même peu Les de producteurs feignasses. qui font ça. Non. Qui font ça.
Et en plus, ils se font masser à côté, hein, avec les douches, G et tout ça. Donc, Non. truc exceptionnel. Et Le quand vous spa allez, des vaches. et quand vous allez au Casifit Show, il n'y a pas d'odeur. Et pourtant, ils ont 500 bêtes. Ah bah oui. Donc, vous voyez, il y a toute cette culture, Bien sûr. toute cette culture qui est autour. Et donc, nous, on vient casser des codes italiens où vous dites, Après, les appelle pâtes, il faut aller à podcast. Gragnano. Bah non, les pâtes en Italie, il faut pas aller à Gragnano parce que nous, on va faire des pâtes qui sont bonnes pour votre santé. Et en fait, ce qu'on veut derrière l'éducation, c'est d'être fier et de ne pas avoir honte de vendre nos produits ou de les faire consommer comme on le fera à nos enfants ou à nos amis. Et si on arrive à faire ça, on est fier de ce qu'on fait. Non, comme mais modèle. voilà. Voilà. Il y a une vraie saisonnalité, quoi, aussi. C'est vrai que pour le fromage, on a tendance à l'oublier. On parle beaucoup de fruits, de légumes, mais le fromage, comme c'est lié à ce que mangent les animaux, Ouais. il faut... Tout est lié. Tous ouais. les produits, en fait. Et après, on travaille Les beaucoup poissons, aussi les- les condiments. C'est-à-dire que nous, en fait, l'idée, c'est de travailler du produit brut. Alors, je sais que tu as travaillé dans des grandes maisons et je pense qu'il faut Oh, ça, énormément du de cas, travail et c'est c'est un très petit, hein. intense. Non, C'est mais un nous, aubergiste. nous, l'idée, c'est de retravailler sur quelque chose qui peut être disponible pour le particulier demain, qui peut reproduire 3-4 ingrédients maximum. On reste sur des prix qui sont abordables parce que tout va être fait maison avec du produit brut, surtout, rien de ultra transformé. Et on va pouvoir leur présenter des recettes à 3, 4, 5 euros en prix de revient, avec des produits exceptionnels où ils vont dire waouh. Et c'est ce qu'on fait avec la tablée des chefs, où nos jeunes, cette année, ont eu la première année avec une recette italienne à moins de 3 euros, des milles irrigués farcis à la ricotta et une sauce tomate à côté avec des épices, un peu d'huile d'olive et parmigiano. Et ils étaient ravis. Et les jeunes, ça a été la meilleure recette cette année au niveau des brigades culinaires de la tablée des chefs. Donc Super. bon, je suis à Charletti cet après-midi pour la finale. Merci Guillaume. Ouais. Alors on parle d'identité italienne. Toi David, on a compris que tu avais une identité forte d'un chef qui est impliqué et qui adore ce qu'il fait. Quand tu es consultant en fait à l'international, qu'est-ce qu'on vient chercher chez toi et quel est ton rôle exactement avec des établissements hors Bah, France? Alors tout dépend parce que je fais des événements aussi. Je peux aller à l'étranger, par exemple. Là, je suis allé à Bangkok, à l'hôtel Four Seasons. Là, par exemple, j'ai signé une carte. J'ai fait 2 dîners, par exemple. Là, c'est pas du conseil, c'est un événement. Un consulting, ça dépend le type de formule, mais en général, si on prend, je vais m'occuper de l'identité culinaire. Par exemple, j'occupe d'un restaurant à Saint-Malo qui s'appelle La Corniche sur le Sillon. Des jeunes très sympas qui étaient pas du tout du métier. Et on est parti vraiment de rien du tout. C'est vraiment le type de conseil que j'adore. Parce que faut trouver le positionnement de madame et monsieur, qui ne l'ont pas forcément. Elle était psychologue et lui était dans la finance. Ils ont décidé parce que madame est bretonne, donc de partir là-bas, mais c'est quand t'as passé 20 ans à Paris, que t'es pas du métier, tu peux aller n'importe où en région, t'es pas non plus le bienvenu tout de suite. Donc le but, c'est de travailler locavore, c'est de travailler avec les fermiers du coin, les agriculteurs du coin, qui vont aussi venir un peu dépenser dans la maison derrière, de faire une carte réduite, de faire des fiches techniques, de faire des photos, de leur apporter une rigueur, une mise en place. Oui, une Et puis, organisation. Et puis surtout, un chef consultant, c'est pas un chef patron, c'est-à-dire qu'il doit avoir, il doit être adoubé par la brigade. Il doit être, parce que il faut pas non plus, il y a beaucoup d'ego. Donc, Ah bon, je savais pas. quand tu arrives dans une cuisine, il faut que, moi je dis toujours à mes clients, si votre chef n'est pas en capacité d'accueil ou d'écoute, on parle pas d'argent là. Je pourrais pas faire mon travail parce que si l'équipe n'est pas avec moi, je ne pourrais pas réussir à. Faut qu'il te laisse la place. En fait. Oui, puis après, puis un consulting c'est pareil. Un vrai consultant, c'est pas d'essayer de signer pendant 2 ans, 3 ans. En fait là, par exemple, on arrive à la fin, je les ai accompagnés pendant 2 ans. Je prends ce type de consulting parce que il y en a des différents où j'arrive dans des maisons où c'est le chaos, par exemple, où il faut tout reprendre du début jusqu'à la fin, et là c'est compliqué. Je parle même pas de cuisine, je parle de ménage, je parle même de ranger un économa où les gens, où les gars se parlent même pas, quoi. D'optimisation. D'optimisation et puis de ratio aussi, parce qu'il faut faire des coefs et là par exemple on est arrivé au terme où j'ai fourni un catalogue où maintenant ils vivent sur ce que je leur ai apporté, sur les recettes. Donc tout est calibré, ils pèsent toutes les photos, même les assiettes, hein. Parce que en fait le personnel s'en va.
mais les bouquins restent. Et ce qui est important aussi, c'est que la salle soit en symbiose avec la cuisine. Donc, identité culinaire, recettes, envie, plaisir, partage, émotion, amour. Toujours, toujours merci. Ils ont de la chance de t'avoir. Je qu'ils en ont conscience. fais tout pour que ça se passe bien. Ouais. Est-ce qu'ils font encore leur pâté croûte, je crois, au homard? Le pâté croûte au homard, non, on ne le fait plus. Ah. Enfin, on attend juin pour le faire, la saison. Oui, évidemment. Voilà. Mais c'est quelque chose qui était à la carte et c'est ce qui m'a attiré chez ce restaurant où je me suis dit, ils ont l'air créatifs. Ouais. En plus d'être bien placés et d'avoir une grande carte quand même, ça a l'air très chouette. Avec une belle carte des vins aussi. En plus. Très sympa, ouais. Mais on essaye de faire un menu aussi, et puis des suggestions. Par exemple, tu parles du pâté croûte de homard. Ça, c'était quelque chose qu'on a travaillé dessus pendant un bon moment. Mais justement, on travaille des homards épatés, tu vois, des homards pas très beaux où on peut jouer sur les prix et on n'a pas besoin d'un très beau homard qui. Mais voilà, c'est comme les fruits, les légumes. On aurait pu faire à l'Araignée, qui est beaucoup plus abordable en ce moment et qui doit être très chouette aussi. Ouais. Il y a la maison Escoffier qui est dans le coin là-bas. Oui. Voilà. Mais j'ai du talent autour de cette table. Ouais, c'est beau. Hein. Ah là 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 là. Hugo, alors, toi justement, entre ton premier point de vente et là un développement, déjà, est-ce que tu voudrais peut-être aller à l'international? Comment, c'est compliqué parce que tu parlais aussi de franchise, de garder cette âme artisanale parce que tu es quand même au carrefour de l'industrialisation, mais de garder le cœur, la chaleur des débuts, mais en même temps tu veux te développer parce qu'il y a plein de points de vente. Comment tu arrives à doser justement cette structuration créative et intellectuelle? Comment j'arrive à doser? Alors, disons que la recette, elle n'a pas changé déjà. Donc la qualité de la recette, elle est la même qu'en 2021. Ça, c'est très important. Parce que c'est pas parce qu'on produit à grande échelle qu'on doit changer les farines. Ça n'a rien à voir. Après, en revanche, oui, on produit à grande échelle, enfin à plus grande échelle, parce que 15 boutiques, c'est un petit réseau. On produit à plus ou moins grande échelle, on va dire. Mais véritablement, aujourd'hui, la seule chose qui a été automatisée, c'est la pesée, je dirais, de la pâte. Voilà, la façon dont la pâte, elle est découpée, finalement. Mais après, derrière, il faut savoir que ce qui fait l'ADN de mon produit, c'est le façonnage. Donc, on a une pâte qui est façonnée d'une certaine façon, qui est déchirée, en fait, pour permettre de préserver un vrai crumble sur le dessus du cookie à la cuisson. Et ça, c'est quelque chose qui ne peut pas s'automatiser, malheureusement, ou heureusement, parce que, en fait, une machine ne peut pas remplacer la main humaine à ce niveau-là. Donc voilà, ce degré-là d'artisanat-là, on le garde. Pour les glaces, alors ça par contre c'est 100% artisanal évidemment. Pour les cookies, on est à 80% artisanal. Donc ça n'a pas été un problème, il fallait juste qu'on trouve un laboratoire avec la place nécessaire pour avoir juste de plus grands pétrins, de plus grandes machines tout simplement. Il y a combien de références de cookies? Ouais, en termes de goût. Il y a 10 parfums, dont un qui change tous les mois. Une nouvelle recette qui permet de toujours générer une vraie curiosité client, qui permet aussi à mes équipes de rester créatives, parce que c'est important si on veut garder des pâtissiers et de vrais pâtissiers avec un vrai savoir-faire au sein de Pépite, par exemple. Il faut leur laisser cette liberté-là. Ouais, ça doit pas être facile quand t'as qu'un monoproduit pour motiver. Donc là, par exemple, on enregistre le 27 mai, mais ça va sortir au mois d'août. Donc là, par exemple, au mois de mai, c'est quoi le produit ? Ce mois-ci, ouais. On a un cookie avec un cœur praliné et coco, qui est juste incroyable. Évidemment qu'on fait entièrement maison, on a nos propres moulins à billes, on fait tout maison. Et là, le mois prochain, on a un cœur crémeux au citron, qui est vraiment une inspiration de la tarte au citron meringuée, mais version avec un lemon curd. Avec un lemon curd à l'intérieur, exactement. Ouais. Je peux poser une question? Mais bien sûr, David. Là, tu as un labo et chaque entité fabrique ou c'est dans le labo et tu dispatches après? C'est dans le laboratoire. Okay. Je conserve la recette, toute la production, c'est un vrai secret d'affaires. Et derrière, on envoie la pâte dans les boutiques et les cuissons se font tous les jours, plusieurs fois par jour. Et c'est dans les boutiques après qu'ils cuisent? Exactement. Ok, oui, génial. Voilà, et ils sont livrés 1 à 2 fois par semaine, en froid, et derrière, tous les jours, il y a plusieurs cuissons. Donc on a vraiment un produit très frais. Parce qu'il faut savoir que même à la maison, quand on fait nos cookies, on laisse la pâte soit en froid positif, soit en froid négatif, donc dans le frigo ou dans le congélateur. Nous, on avait l'habitude de façonner nos cookies à la maison, de les laisser au congélateur toute une nuit et de les cuire le lendemain. Donc en fait, c'est le même process, il n'a pas changé, mais adapté à un réseau de boutiques, tout simplement.
Mais franchise, ça veut pas dire pas bien faire. Hein. Ah, bien sûr. T'as des le De plus toute façon, grand. c'est le fondateur qui décide aussi ce qu'il Ouais, voilà. impulse Mais c'est pour pour ça que le le cahier, franchiser. le cahier des charges, il est hyper strict. Ouais, bien quoi. sûr. Et ils peuvent pas faire n'importe quoi. C'est pour ça qu'ils respectent sa recette. Bien sûr. Tu prends le Jean-François Feuillat, ce qu'il fait, c'est extraordinaire. Mm. À Tours, il a je sais pas combien de boutiques. Je crois que c'est le français le franchisé, il est au top, quoi, vraiment. Et il passe dans chaque boutique à l'étranger et tout. Hein. Et du coup, redis-nous les arrondissements de tes boutiques. Les villes. Ouais. Enfin, Paris déjà, et puis après. Alors pour Paris, on est rue du Temple, dans le Marais. Rue du Temple, au tout début de la rue du Temple, au 13. Et après, on a une boutique, donc Gare de Lyon, aujourd'hui, qui va s'arrêter fin juin, donc dans quelques semaines à peine. Voilà. Après, on a également un développement dans le sud-ouest. Donc, on est présent sur Bordeaux. On a 2 points de vente. On est au Cap-Ferré, on est à Biarritz, à Bayonne, La Rochelle, Nantes, Toulouse. Donc, dans différentes villes, en fait, en France. Et puis Est-ce là... que tu es dans l'Est? Parce que tu as 2 Alsaciens à la table. Alors, malheureusement, la seule boutique qu'on a dans l'Est aujourd'hui, c'est à Beaune. Ah bah d'accord. Mm. Et Voilà. donc, quid moi, je suis près de Colmar, Strasbourg. Enfin, moi, j'ai potentiel. Strasbourg, on a un projet pour l'année prochaine. que le nom. Mais tu restes dans une approche monoproduit en vente même franchisée, ou ça peut être potentiellement ouvert à une gamme un peu plus large d'un franchisé qui prendrait ta gamme dans un concept plus large? Non, on reste vraiment dans un concept de monoproduit pour pas noyer la marque, c'est très important. Et moi personnellement, alors on a une dizaine de parfums de cookies, ce qui est déjà beaucoup. On a 6 parfums de glace, ce qui est pour moi également beaucoup. Surtout quand on veut produire de façon qualitative. Parce qu'il y a beaucoup d'artisans glaciers qui se disent artisans, mais qui finalement, à part produire la base blanche, mélangent avec des poudres. Donc c'est dégueulasse. c'est 90% des glaciers en France. Ah C'est ouais. vilain. Mais après, ça reste des produits qui sont gustativement très bons, hein, mais c'est une approche qui est différente. Bah, on revient On va sur dire. l'idée de valeur. dont on parlait, Astrid. Exactement. Et puis j'ai perdu la question. Pardon. Oui, c'était Monoproduit. monoboutique. Monoproduit. C'est monoproduit, exactement. Oui, voilà, c'est ça. On veut rester un vrai temple de la gourmandise un peu régressive, un peu enfantine. Le cookie à l'huile, par exemple, c'est une idée qui peut être hyper intéressante, mais c'est vrai que moi, ça fait pas écho à mon enfance, forcément. Donc je choisis en fait mes recettes en fonction de souvenirs que je peux avoir. Et la tarte au citron meringuée, j'en faisais avec Léa, qui était ma sœur en fait. On en faisait beaucoup, on adorait ça. Donc c'est pour ça que je le sors le mois prochain, par exemple. Super Belle intéressant. réussite, hein. Alors, pour ceux qui le savent, moi je suis une ancienne prof de lettres. Donc, je vais vous lire un petit passage et je vais poser une question que je pose systématiquement. Et bon, ça a déjà résonné par rapport aux différentes interventions. Mais quand d'un passé ancien rien ne subsiste après la mort des êtres, après la destruction des choses, seule, plus frêle mais plus vivace, plus immatérielle, plus persistante, plus fidèle, l'odeur et la saveur restent encore longtemps comme des âmes à se rappeler, à attendre, à espérer, sur la ruine de tout le reste, à porter sans fléchir, sur leurs gouttelettes presque impalpables, l'édifice immense du souvenir. Donc évidemment, c'est Monsieur Proust. Et donc, quelle est votre Madeleine de Proust? Hugo, j'ai envie de commencer avec toi. C'est vrai. Ouais. Ma Madeleine de Proust. Ma Madeleine de T'en as Proust. parlé tout à l'heure. Ouais, bien sûr. Alors, plus qu'une recette, moi, c'est ma Madeleine de Proust, c'est un moment assez précis, en fait, et donc lié à forcément le goût de certaines recettes. C'est quand je partageais des créations avec ma sœur quand on était petit, et qu'on invitait les copains à goûter ce qu'on avait fait, en fait, qui était parfois dégueulasse. Il faut le dire, quand même. Mais en même temps, ça fait partie de la magie de quand on est petit. On fait pas que des choses qui sont bonnes, même si les parents trouvent ça toujours très bon. Et moi, ça, c'est ma Madeleine de Proust. Donc voilà. Et c'est comme ça que j'ai voulu démarrer la marque. Très bien. Astrid? J'ai pas réellement une Madeleine de Proust depuis Il n'y a pas que de je réponse suis- type. Hein. Ça peut être. Depuis un que je suis souvenir, ça peut petite, être- mais là on me demande mon dernier plat avant de mourir, c'est une galette complète. Ça serait Le plutôt ça. dernier plat avant de mourir. C'est vraiment ce que j'aime le plus sur terre, une galette complète et une crêpe beurre sucre ou avec un bon chocolat. Et voilà, je suis refaite. Guillaume? Non, moi, c'est plutôt la passion et l'énergie des producteurs qui font des choses qui sont pas simples. Parce que quand on veut faire de la très belle qualité, c'est pas simple. On est dans de la complexité par rapport à un modèle qui pourrait être beaucoup plus rapide, comme on le crée au niveau de PPHO. Et moi, c'est ce respect aux producteurs qui me rappelle ce qu'on avait dans le temps. Un champ de blé, dans le temps, c'était 2 mètres de hauteur et c'était du vrai blé. Voilà, avec une chose toute simple. Et on est sur un produit but qui est utilisé dans 60-70% des recettes ou autres. Donc,
C'est de revenir arrêtons l'innovation, revenons à ce qui se faisait par le passé, on revient sur de la tradition et on fait simple. Et surtout, on respecte ceux qui ont l'envie de travailler, parce que ce travail de la terre, c'est un vrai travail. On parle de la France avec beaucoup de qualité, mais la France, en contrepartie aussi, produit encore malheureusement beaucoup intensément sur une partie de sa production. On reste quand même le pays qui utilise le plus de pesticides en Europe, malheureusement. Et c'est là où, par rapport à l'ADN Slow Food, c'est de dire, OK, la France a énormément de produits sains, il faut manger local, mais ouvrons-nous aussi à tout ce qui est beau dans le monde. Et prenons juste 1 ou 2 produits dans le monde. Après, le transport, ça, on verra, parce que c'est pas le sujet le plus primordial, je pense. Mais voilà, reprenons tout ce qui est beau dans le monde, dans les produits de chaque pays, et échangeons-le, et voilà, partageons-le. Oui, en sachant que le Mercosur a été signé aussi. Hein. Ouais, donc, Ça n'aide pas. on n'est pas sorti de l'auberge. Ouais. Mais restons sur des bonnes vibrations, tu as raison. Alors justement, Monsieur David. Écoute, moi, j'en ai plusieurs, mais moi, ce qui est vraiment ma Madeleine de Proust, qui est vraiment régressif, c'est même à 53 ans, quand je rentre chez moi, ma mère me fait toujours une bonne truffade. C'est le plat emblématique auvergnat, belle pomme de terre sautée, cuite à la graisse, au saindoux. Alors c'est un peu fat, hein, mais on s'en fout. mais c'est bon, hein. Bah, Voilà. c'est ça. Avec le de la principal. tome, du persil, du lard, voilà, des pommes de terre qui filent comme ça, qu'une bonne salade. Ah, il y a quand même la salade. Et même quand j'y vais C'est avec le côté végétal, la même, salade. ouais, même quand j'y vais avec mes enfants, maman qui a 83 ans. Comment s'appelle maman? Daniel. Daniel. On Oui. salue Daniel. Alors, on Je sais pas si t'embrasse. elle nous écoutera, mais on l'embrasse. Salut mamie Daniel. Il y avait Elle nous Kiki, fait- il y avait mais Kiki et il y a Daniel. J'aurais pu Kiki, dire aussi Daniel. le chou farci, hein, parce que le chou farci chez nous c'est quelque chose. Voilà. Des plats, des plats qui nous rappellent le petit fumé, tu sais, du dimanche là. Comme Mais ça. qui nous rassure, surtout qui nous oui. réconforte. Mais tout à fait. Ouais, Mais c'est pour ça que je fais ce métier. Moi. Bah oui, évidemment. C'est pour Une ça que je odeur, vous un invite parfum, aussi. une odeur, un parfum, une musique, hein, tu vois, Une rencontre. une rencontre. Un échange. Alors, quel est justement, tu as un peu mis le doigt dessus, quel est le plat régional auquel vous ne pouvez pas résister? Il faut que tu m'en trouves un autre. Pas Bah, Auvergne, hors Auvergne. Le plat régional, le cassoulet. Ah bah j'ai envie oui. de vous dire, hein, le Évidemment. cassoulet. J'ai raconté la petite histoire. Pourquoi le cassoulet? Tu l'as raconté au micro? Je l'ai Ou en raconté, off. non, je l'ai raconté Ah bah. en vidéo sur. Bah, donc on veut l'histoire là avec nous. Alors c'est une jolie histoire, mais Mais en même oui, temps, parce que les gens ne comprennent pas pourquoi un Auvergnat qui a un nom alsacien, un peu ashkénaze, fait du cassoulet. Tu vois, c'est quand même assez spécial. Et en fait, quand je faisais des vidéos, les gens du sud, du sud-ouest, pas très sympa quand même, hein, envoyaient pas tous, mais envoyaient des Fâchés. messages. Fâché. Oui, parce que moi, j'ai changé. Castelnaudary, Toulouse, tout ça, fâché. Pas tous. Mais par exemple, moi, j'aime pas le tarbé. Je préfère la moujade de Vendée. Je suis chez moi, je fais un peu ce que je veux, quoi. Hein, je les emmerde en même temps. Voilà. Avec beaucoup d'amour, ouais, toujours, beaucoup et de d'amour, bien sûr. délicatesse. Et en fait, je repars en apprentissage. Jolie histoire, non, histoire un peu assez triste, mais belle histoire aussi. En fait, quand je suis en apprentissage, j'ai la chance d'être chez Bernard Andrieux. Et le chef de cuisine s'appelle Philippe Lefebvre, qui était du Sud-Ouest. Et il nous apprenait tous les vieux plats de tradition qui font partie du patrimoine culinaire. Et qui va du poulet sauté chasseur au civet de lapin, à la quiche lorraine. Et il m'apprend à faire son cassoulet. Et son cassoulet, comme on fait les recettes, on fait pour les patrons à manger, les apprentis. Donc on apprend, et on le stocke quelque part, quoi. Puis moi j'écrivais dans ma chambre le soir, comme un apprenti très sérieux, mes petites recettes. Et je ne sais pas pourquoi, des années après, donc là j'ai 15 ans, hein, je finis mon apprentissage, j'ai 17 ans, je monte à Paris, comme tout bon Auvergnat. Et puis la vie passe. Et en 2008, le 10 septembre 2008, j'achète l'assiette. Et je fais ma carte. Je la griffonne. Et j'apprends le décès de ce chef qui m'a appris le cassoulet. Donc, qui était donc alsacien, auvergnat. Moi, j'ai rien à voir avec le Sud-Ouest. Et pour lui rendre hommage, j'ai décidé de mettre le cassoulet à ma carte. C'est beau. Et de Oh. là-haut, il m'a aidé parce que ça a été un vrai carton. Oh. Voilà. Voilà Tu l'histoire. accompagnes. Très belle histoire. Et tu réponds en même temps à la question. Maintenant, donc, merci. faut pleurer maintenant. Astrid, le plat régional auquel Non, tu on ne peux pleurera pas quand on le résister. mangera. hein. Du coup, j'en ai déjà cité un avant, ça me paraît plus compliqué. Mais on va dire que je vais inverser les questions. Ma Madeleine de Proust, et qui pourrait être, je sais même pas si c'est régional, j'ai honte, la tarte à thym. J'ai un souvenir de tarte à thym et j'ai grandi avec ça. Mon père est producteur de pommes.
Donc voilà, une très bonne tarte tatin bien caramélisée avec une bonne cuillère de crème ou de chantilly. La chantilly, on est sur le local. Chantilly maison, Évidemment. évidemment. Les demoiselles Tatin qui ont... Bien sûr, qui ont fait tomber... qui ont fait tomber la tarte. C'est bien plutôt... sûr. Mais oui, c'est de la région, c'est de l'Île-de-France. Hein. On n'est pas très loin alors. Ouais. On n'est pas très très Ça loin. va, on prend. Parce que On c'est prend. sous le... Guillaume Alors moi, j'ai pas un seul plat parce que j'ai T'es un plaisir à manger tellement de plats diversifiés entre le poisson, les fruits de mer. Une petite polpette, hein. et- C'est bon ça. Et pourtant, ça paraît tout simple à faire. C'est mais, super bon, moi ouais. j'adore. Et moi, c'est les pâtes en fait. Je vous enverrai à tous nos pâtes là. Vous verrez un peu. Ah, En plus, on les a fait en marque propre Pépé Bacho maintenant, donc c'est encore plus noble. Mais vous goûterez ces pâtes-là, Non, mais on va aller... Vous- Non, ce qu'on va faire, ou c'est vous que... viendrez, je vous inviterai, je vous tu les ferai. envoies à l'assiette, puis Ouais. je fais à manger pour tout le monde, on fait Oh, à Ah, manger. bah, c'est encore Ah, mieux. là, là, là. Voilà. Attention, tu t'engages. Je ramènerai les vins si tu veux, comme Ah, ça bah tu voilà. goûteras les vins aussi. Le dessert, les on l'a. cookies. Et puis, bah, elle nous fera des photos. Et en fait, j'ai Voilà, autant de très bien. plaisir à faire des plats uniquement de légumes, de poissons. En fait, voilà, j'ai tellement de goût. Et puis surtout, le côté monde aussi. Moi, j'adore aussi découvrir la nourriture. Et dans les épices, dans les petits aromates, on arrive à faire des choses exceptionnelles. Donc voilà, malheureusement, j'ai pas un seul plat qui me fait vibrer parce que j'en ai tellement que c'est très difficile à choisir. Non, c'est pas évident. Mais Même c'est pour si on mange beaucoup de frites dans le Nord quand même, ça, je dois Ouais. l'avouer. Et toi, les Yvan baraques à frites tournent toujours bien. Et moi, mais alors moi, non, c'est rien du tout. J'aime beaucoup de choses également. Après, un plat que j'adore. Ou un plat de brasserie, tu vois, que tu Non, mais prends. un truc que j'adore depuis que je suis tout petit, c'est les gratins dauphinois. Bah voilà. C'est génial, tellement c'est un bon bon. gratin. Est-ce Très qu'on bon peut gratin repréciser dauphinois. gratin dauphinois sans fromage Ah bah oui, parce Hein qu'autrement, Non, parce que autrement, sinon- c'est un gratin savoyard. Ouais, Voilà. ok, d'accord, Voilà. très bien. sûr. Non, mais gratin. Et là, je fais un gratin dauphinois avec un filet de bœuf au poivre, tout simple. Hein. Oh. Mais tu sais, Oh ça là peut être là simple, là mais là. c'est- Bah, c'est ça. mais Muscade, sauce à la muscade. minute, à la minute. Moi, j'aime pas trop la muscade. C'est vrai J'en mets un soupçon, mais j'aime pas trop. C'est pas trop mon. Je suis un peu moins fan aussi. Ouais. Ouais, je suis moins fan, moi aussi. Ah ouais. Ah, moi, Eh oui. Ah, moi aussi, j'adore. quel- Enfin, la tarte côté tatin, d'enfance. incroyable. Moi, j'aime Tarte l'ail. tatin, ouais. Moi, j'aime Incroyable, l'ail. la tarte tatin. Mais je me demande, la tarte tatin, est-ce qu'on peut la faire à ce qu'on veut aussi? Ah non, ou c'est pas pomme. Parce que c'est pomme, mais est-ce qu'on peut La tout vraie, dire, c'est je fais- pomme. Ah Alors, bah moi, en je fait, fais- on dit je des fais- tatins de Imaginez- tomates. Poire, ça peut être Mais pas non, mal. mais imaginez, vous Ça créez m'arrivait de marque faire une- qui s'appelle genre tatin. et vous faites Mirabelle, que des tartes tatin. Mirabelle, Sacré poire. celui-là. Oui, voilà. abricot, ça marche. Oui, Il y a moi, plein de oui, choses qui marchent. Tatin à Même l'oignon en aussi. salé. À ouais. l'oignon. Ah, mais Moi, j'ai oui. fait tatin à l'oignon, j'ai fait tatin Non, mais il y a oignon une marque douillette, secrète. ça marche Ah, bien. bon. Ou tatin On peut oignon peut-être boudin. lancer une marque. Ouais, boudin, ça marche bien Moi, aussi. j'adore les abats, moi. J'adore les abats. Tatin de Et boudin. faire des terres-mères. un Tu peu fais moins. du riz Du riz de veau Des riz Oui, bien sûr. Ah, parce que Bien ça, sûr, c'est- bien sûr. Ouais, ouais. Ça, c'est un truc Bah que là, je j'ai fait mange un vraiment que dans les restaurants où j'ai confiance. Bah là, j'ai fait, bah là, on change la carte parce que, bon là, et j'ai fait un très beau vol au vent. Le vol au vent, c'est la c'est tradition, excellent, c'est la hein. cuisine bourgeoise. Mm. Voilà, avec les rognons et crêtes de coq. C'est difficile, ça. Mm. à Wow. faire. Ouais. Bah le vol au vent, vous connaissez l'étymologie de la recette du vol au vent? Mais non, mais on y va. Eh ben, en fait, Professeur, super. Bah non, mais c'est comme la tarte tatin. En fait, l'intendant du roi voulait le feuilletage le plus léger. Donc, ils ont fait des essais. Le cuisinier faisait des essais de croustade, et c'est celle qui volait au vent. Voilà, qui l'emportait, tout simplement. Très belle histoire encore. Comme la belle. bouillabaisse. Vous connaissez la bouillabaisse? Non Ben, la bouillabaisse, c'était les pêcheurs qui partaient chercher donc le poisson de ligne. Et à l'époque, les petits poissons de roche n'étaient pas vendables, donc ils étaient cuisinés sur le bateau, parce que les pêcheurs n'avaient pas beaucoup de sous. Donc ils faisaient une soupe avec du safran, et ils montaient le feu, et ils le baissaient. Bouillabaisse. Bouillabaisse, voilà. D'accord. Voilà. C'est hyper. Merci, professeur, c'est Ouais, extraordinaire. bravo, bravo. C'est extraordinaire. Qu'est-ce qu'il y a toujours dans votre réfrigérateur? Et ben, je me lance. Du beurre. Demi-sel, j'imagine. Les deux, mais plutôt demi-sel. C'est parce que, à force d'en manger trop, je commence à avoir un palais trop salé. Donc, je me force de temps en temps à prendre un peu de doux. Parce que vraiment, je me suis rendu compte que j'en mange matin, un peu le midi avec le fromage, au goûter, le soir, je peux en manger. Enfin, voilà. Donc, à force, je me suis dit, oh, je sens que j'ai un palais vraiment trop salé. Il va falloir que je trouve peut-être un entre-deux. Mais j'avoue que c'est pas aussi bon. Et dans ce cas-là, sinon, je prends un pain un peu particulier que j'aime bien, farine d'épeautre avec des graines de courge, des choses comme ça. Et le beurre doux, il peut passer. Mais du bien fromage. sûr, petite Ça, c'est bon. préférence, Ah oui. préférence au beurre demi-sel. Guillaume
Moi, ce qui est sûr, c'est qu'on a des légumes, toujours, et un peu d'aromates. Il y a toujours des petits trucs qui traînent, persil, du moins en fonction des saisons. C'est toujours d'avoir un petit truc qui vient apporter le peps. Comme ça, même si on n'a pas grand-chose, on vient tout de suite lui donner ce petit arôme. Et après, non, j'ai pas d'autres... toujours du vin, souvent. C'est j'aime bien parce que les gens, souvent, ils prennent ça, ils sont là. Non, Du vin, non mais il y a pas on a souvent du je veux dire. vin, champagne, pétillant. Il y a toujours une bouteille qui traîne. C'est bien, ça. Ou bière. Ah oui, C'est bon, ça. bière italienne. Alors on en fait, mais voilà, en puriste, on a quand même des Tu très sais que dans le grandes Nord, il y a bières. des très bonnes bières. Ah oui. Non, on en a fait un petit peu parce que J'étais les à clients Liège, là, demandaient, c'était certains. extraordinaire. Mais sinon, dans le Nord, et, on a la Stocké notamment, qui est à côté de chez moi, que je connais bien. Et après, les bières belges. Ouais, bière belge, c'est bon. J'étais à Liège pour les épicuriales, c'était extraordinaire. On a bu des bières, mais T'as magnifiques. cuisiné là-bas ou t'as été invité? J'ai cuisiné. Cuisiné. Mm. Alors qu'est-ce qu'il y a toujours dans ton réfrigérateur, David? Moi, j'ai toujours du Saint-Nectaire. Ah, Ah ouais Parce que, parce qu'en tant que bon Auvergnat, et moi j'adore le fromage, Saint-Nectaire ou Cantal, mais un Saint-Nectaire affiné, comme je me fais livrer d'Auvergne au restaurant, oui, je pique un peu de marchandises au restaurant pour chez moi. Ne me dénoncez pas, s'il vous plaît. On a toujours un petit... parce que j'ai un petit rituel, alors c'est pas très bien pour la santé, mais quand je rentre le on ne soir du juge pas ici. quand je rentre le soir du service, ou que je suis toujours un peu intense... Moi, j'aime bien boire un petit coup et manger un petit peu de fromage, comme ça. Voilà, ouais, j'aime bien. Ouais. C'est mon petit moment à moi. De décompression. Voilà, c'est ça. Bah, t'as bien raison. Et toi, Hugo? Et moi, j'ai 2 fromages aussi qui sont toujours en fait dans mon frigo parce que je le mets avec toutes les salades que je peux faire, soit un très bon parmesan ou un très bon comté. Donc, voilà. C'est très. Quel mois le compter? Quel affinage 18. Ouais. Et toi, Virginie, ta Madeleine de Proust? Alors moi, c'est les bugnes, donc qui sont les beignets de carnaval de Mamie Janine, parce que c'est du côté de mon papa, Mamie Janine, qui a quand même, je suis allée la voir là la semaine dernière, elle a 101 ans. 101 ans. wow. Ouais. beau. Et elle vit toute seule. Et elle boit son petit vin, son petit Elle va pinot. nous écouter alors, Mamie Janine. aussi. Mamie- Après Daniel, Janine. Et ben voilà, Mamie Janine. Donc c'est les bugnes, tu vois, vraiment la pâte à beignets. Et pourtant, les bugnes, ça vient de Lyon. C'est marrant. Bah ouais, mais là, c'est des beignets de carnaval Et il y a en Alsace. un peu de fleur d'oranger dedans ou pas? Non, pas du tout. tout. Non, juste le sucre glace, voilà. Et tout à l'heure, j'ai dit le cassoulet, j'aurais pu dire la choucroute. Hein. J'adore La ça. choucroute. Ah oui, la Ou un Beckahof. Oh la Bekoff, j'adore. Oh là. Ouais. Parce que toi, ton cassoulet, tu mets beaucoup de viande. Je mets 6 viandes dedans. Voilà, c'est Confit ça. de canard, collier d'agneau, saucisse au couteau, travers de cochon fermier, poitrine de cochon et saucisson à l'ail. Moi, je fais une base de navarin avec Non, les mais colliers. il est avec franchement, piment ça d'Espelette. doit Il est être, extraordinaire. Ouais, Ouais, il y a l'homme du goût. et le cassoulet. Il y a Ouais. du goût, merci. Je suis pas dans le cassoulet. Il n'y a pas de morceau de David. J'avais une dernière question. Oui, c'était ça. Si on imagine, parce que là, on va être l'épisode 83. On sort en août. 83, ouais, plus 17. La Donc pisse là, à la on dière, est au j'adore. 100e, en fait. La pisse aujourd'hui. à la dière, c'est bon aussi, la pisse C'est à la bon, dière. la pisse à la La dière. soca. Donc, Oui. je demande toujours la question, avec quelle personne vous voudriez partager un repas? Fictif, vivant, Ah oui. mort. Ah bah là, moi, Et à la fin, on imagine un très très grand banquet. David, je pense que... Moi, je suis un fan de cinéma et je me suis... L'assiette, quand je suis rentré, c'est Toto Flingueur, c'est Audiard. Moi, c'est Jean-Pierre Mariel. J'adorerais, j'aurais aimé. Ok, Ouais. on prend. Hugo? Mais moi, c'est pas fancy du tout. Ah non, mais je sais, il y a plein mais il y a de pas de j'adore, fancy. Je vais essayer de trouver un. Ça peut être quelqu'un de ta famille. Ah oui, bah enfin, justement, je pense que c'est Léa, c'est ma sœur. bah Tout voilà. simplement. Bah, très bien. Léa? Astrid? Je crois que ça restera ma famille. On est 5 sœurs en tout. Ça fait du monde parce que c'est moi Wow. qui cuisine. Bon, Donc ça fait du monde. Hein. Tu Voilà. rajoutes quand même des couverts. On est 5 sœurs, voilà, il commence à y avoir des neveux et une nièce. On est nombreux, mais on s'entend tous très bien, donc c'est Que important. des filles. Que des filles. Ah ouais, Et incroyable. donc, on a droit à plusieurs personnes, en fait. Mais non, c'est elle qui a imposé. Ah, pardon. tu fais des groupes après. tu vois, Astrid, tu- puis là, Astrid, Je vais pas trancher parmi les 4 sœurs, Non, donc on va pas te demander ça, c'est un petit peu touchy. Et toi, Guillaume? Non, mais moi, c'est pareil. C'est ce côté convivial où on réunit famille, amis. Ce côté gros buffet, gros banquet, tu vois. Pas forcément un truc où on se retrouve à deux dans une petite Ouais, table. ouais. Ah bah Un non, truc parce que là, généreux, depuis quoi. tous mes Un truc épisodes, très- je peux te dire qu'on est à 100 personnes. donc, Un truc bien généreux, tu sais, où voilà, chacun fait déguster ses spécialités, apporte un peu comme une petite auberge espagnole. Tu vois, ça serait sympa. Ouais, complètement. Belle Hyper dégustation, convivial. belle découverte. Ouais. Alors justement, est-ce que vous pouvez compléter la phrase? Pour moi, cuisiner, c'est... c'est aimer. Tu peux développer, parce que c'est beau ça. Bah, c'est aimer, en fait, cuisiner quand tu... Ça dépend, parce que t'as des restaurants, t'as des cuisiniers qui cuisinent pour les clients ou des cuisiniers qui cuisinent pour eux. Moi, je fais la cuisine que j'aime.
Donc c'est les clients qui adhèrent, qui viennent goûter ma cuisine. Non, c'est encore une fois, on en reparle, c'est du partage, c'est un acte d'amour, la cuisine. Et puis sans oublier, parce qu'on parle des chefs de cuisine, mais sans les mères nourricières, il y aurait pas de cuisine. Sans les mamans, les grands-mères, il y aurait pas de cuisine, il y aurait pas de base. Et sans les producteurs. Et sans les producteurs, bien sûr, bien entendu, et surtout quand en ce moment ils ont besoin de nous. Mais voilà, c'est un acte d'amour délibérément de faire la cuisine. Hugo ? Tout pareil. Non mais oui, aimer, partager une émotion, partager un souvenir, c'est du partage la cuisine finalement. Donc et puis dans une cuisine, beaucoup de choses se passent. On échange, on cuisine, mais on échange, on discute. On peut s'engueuler aussi. On s'engueule, oui, mais complètement. Il y a la pression du service aussi. Ça dépend si on cuisine. Ah non, mais voilà, la au même restaurant, en famille, oui. Parce que moi, si tu me demandes la différence entre le restaurant sûr. et la maison, à la maison, je vais picoler un peu, je vais écouter Bien un sûr. peu de jazz, de la musique, enfin, je suis en détente, quoi. Au resto, je suis moins en détente, tu vois, par exemple, là. Bien sûr. Ah, Mais bon. oui. T'as un nombre de couverts, Oui, c'est normal. Astrid ? Moi, c'est créer et partager. Mm. Je trouve qu'on peut créer avec 3 ingrédients, c'est ce qu'on disait, 3 choses simples. Et j'adore essayer des choses, innover. C'est d'ailleurs comme ça qu'est arrivée la passion de la gastronomie. Donc, je suis une grande créative. J'adore innover, créer, essayer. J'ai de la chance d'avoir un beau potager bien fourni. Donc voilà, tiens, je vais essayer ça avec une conserve, un aromate qui irait peut-être pas, mais tiens, on va essayer. Et typiquement, j'ai souvent aussi du parmesan. Voilà, les saisons, des choses simples. Et une fois que c'est créé, partager. Guillaume ? Alors, on est quasiment sur la même thématique. Après, il y a un mot que j'aime bien, que je garde dans ma vie aussi, même si là, je suis en chemise, je suis vachement sérieux pour aujourd'hui, c'est cette première. Mais moi, c'est garder son âme d'enfant et garder ce côté imagination. C'est que quand on est gamin, on est créatif, on imagine, on voit plein de choses. Et côté adulte, on le perd en partie, avec la pression, avec pas mal de sujets qu'on a autour. Et donc, c'est ce côté, garder ce côté imagination tout en proposant et en partageant aussi ce qu'on a voulu créer ou ce qu'on a imaginé. Ça, c'est beau aussi. Bon, ça rejoint un peu vos mots. En général, c'est les très gens important, qui sont autour de Ah, cette on est table, toujours sur cette les même définitions, chose, c'est un petit peu les mêmes, parce que je fais un beau casting, en fait, en général. Et la dernière question, parce que oui, à un moment, il va falloir se séparer. Et toi De quoi, moi Ah oui, on te pose la même question. Cuisiner Bah oui. Moi, cuisiner, c'est un prolongement de moi-même. Voilà, c'est s'exprimer, c'est effectivement créer. Et puis, bien sûr, c'est donner de l'amour, c'est le don. En fait, moi, je cuisine jamais toute seule. Alors, effectivement, soit je cuisine pour ma famille, mes amis, soit, voilà, moi qui suis aussi chef comme toi, cuisiner pour mes clients, c'est leur donner de l'amour. C'est vraiment une vraie trace affective, émotionnelle que tu laisses, voilà. On dit qu'en cuisine, mon maître d'apprentissage disait que le couteau était le prolongement du bras pour un cuisinier. Moi, c'est le prolongement du cœur. Donc, ouais. Donc, Ouais. tu es piqué. Et la dernière question, quelle est pour vous la définition de la passion ? Je garde David pour la fin. Guillaume, si tu veux. Moi, c'est surtout de l'intensité. La passion, je pense que c'est ça, c'est de l'intensité. Tout le monde n'est pas capable de le vivre, parce qu'il y a des gens qui, malheureusement, n'ont pas ce côté désir, passion et intensité par leur caractère. Mais il y a une partie des personnes qui ont vraiment ce besoin d'aller plus loin, d'aller au plus haut. Il y en a, c'est dans le sport. Il y en a, c'est dans la vie de tous les jours, sur pas mal de choses. Et après, il y a le prolongement forcément de la cuisine pour ceux qui ont ce caractère et cette envie. Donc, l'intensité, je pense que ça va bien. Ce côté éclair et choc. Hugo ? La passion, oui, c'est quelque chose. Alors tout dépend de quelle passion on parle, mais c'est quelque chose qui nous anime très fortement, avec beaucoup d'intensité également, qui fait écho, je pense, à une sensibilité aussi. Ce sont les gens qui peuvent être passionnés par quelque chose sont des gens particulièrement sensibles, souvent créatifs d'ailleurs. Mais donc la passion, c'est un feu intérieur qui nous anime et qui nous, quelque part, c'est un puits sans fond d'énergie, je trouve. Ça peut être également très difficile à gérer parfois, la passion. Donc, il faut faire attention. Ça peut être destructeur, ça peut excessif, un peu obsessionnel. Mais complètement. Mais c'est ce qui permet d'accomplir de grandes choses, parce que c'est un vecteur d'énergie très important. Voilà, il faut juste faire attention de pas trop se perdre non plus. Ouais, mais des fois, ça fait du bien de se perdre un petit peu pour se retrouver. Exactement, oui, c'est vrai. C'est la vie, ça. Astrid ?
Du coup, j'allais dire maintenant, moi, c'est devenu vital. Tu vois, voilà. La passion, pour moi, c'est vital. C'est ce qui me permet vraiment de me lever le matin et je sais pourquoi je me lève et voilà. Mais en effet, moi, la passion, parfois, elle est trop forte. Et elle a pu prendre le dessus, etc. Ça me parle. Ça me parle. Et monsieur David? Moi, je vais pas parler de cuisine parce que là, pour le coup, la passion, Bien sûr, c'est pas parce que moi, je suis depuis gamin, parce que je l'ai pas dit tout à l'heure, mais avant de faire de la cuisine, j'étais en sport-études de foot, en centre de formation, et donc j'étais pas assez bon au foot pour continuer. J'étais pas mauvais, mais pas assez bon, donc on m'a dit stop. Je vais pas inventer de fausses blessures. Hein. Et j'ai toujours eu la passion, même avant d'arriver sur Paris, du Paris Saint-Germain. Donc je vais au Parc des Princes depuis l'âge de 17 ans. Je suis même tatoué. Et j'ai suivi le PSG, même quand on était 15, 16e, 17e, je faisais tous les déplacements. Là, je pars à Budapest vendredi pour la finale. Et pourquoi la passion? Parce que la passion, quand je pourrais aller aujourd'hui dans des tribunes un peu festives où on est assis, mais non, moi ça me plaît pas. Moi j'ai envie d'être avec le populaire. Et ce qui me plaît, justement, et ça vraiment, ça explique vraiment la passion, c'est qu'on peut prendre sur un but dans les bras quelqu'un qu'on connaît pas, qui est même pas de la même classe sociale que vous ne savez pas, et que vous reverrez peut-être jamais. Ça, c'est la passion. Que c'est le moment ensemble. Ouais. Tu sais, tu fais le carnaval de Dunkerque, c'est comme ça. Hein. mais Toi, t'aimerais bien te déguiser, toi. C'est marrant parce que j'en ai parlé à un pote à Liège. C'est impressionnant, quand il jette le Dunkerque. hareng, c'est. Mais la passion, moi, je vibre pour ça. Ça me plaît. Comme en cuisine, mais la passion, ça peut être. C'est un vecteur incroyable. Hein. Mais on peut vite partir en vrille aussi. Mais ça me plaît, moi, de partir en vrille? De partir en vrille. Ça m'est déjà arrivé tellement de fois de partir en vrille. Mais non, mais ça me plaît de lécher avec le petit côté un petit peu barjot. Borderline. Ouais. Côté rebelle aussi, je pense qu'il y a aussi un peu de... En fait, c'est le côté libre. C'est le côté libre, c'est d'avoir des règles, de respecter les règles, mais tout en ayant quand même cette personnalité un peu rebelle. Hein. Je pense que ça joue aussi. Oui. Bien, je vais conclure. Que j'improvise toujours à chaque fois. À chaque épisode, je me régale de votre énergie et de votre goût très prononcé pour la gastronomie, pour la convivialité et pour le lien, parce qu'ici, au Studio Module, mon podcast est un espace où le cœur prévaut, plus que la technique, plus que l'ego, plus que la performance brute. Et je sais aujourd'hui, avec vous, ce matin, pourquoi j'ai créé ce podcast. Merci David. Merci Virginie, et puis merci de m'avoir invité. Puis j'ai rencontré des gens formidables. Moi, j'ai passé un super moment. On a voyagé ce matin. Merci à toi. Merci Guillaume. Merci Virginie et merci à toute l'équipe également. C'est bien d'accueillir des presque anciens, puisque on fait partie des vieux maintenant quand on voit nos petits jeunes là qui commencent à prendre le relais. C'est très très sympa, très belle expérience. Merci Astrid. Un grand merci Virginie et merci à tous. À nouveau de très belles rencontres, très intéressant. Et merci mon Hugo. Merci Virginie, très très belle expérience, première fois, et ça s'est très bien passé. Un peu de pression au début, quoi. Mais il fait un peu chaud quand même aussi. Il fait un petit peu chaud, donc merci à vous quatre, et à très vite pour de belles conversations délicieuses. Incroyable. Merci. Bye bye. Merci. Bye. Ciao. Merci. Ça y est, notre rencontre prend fin. J'espère que l'inspiration et l'immersion dans l'univers de tous mes invités vous ont mis l'eau à la bouche. La conversation vous a plu? Les confidences vous ont ému? Merci de laisser un avis et vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes et pour le propulser encore plus loin. N'oubliez pas de faire un petit tour sur mon site internet communique-passion.fr et de vous abonner à ma newsletter. À très vite pour de nouvelles aventures gastronomiques.